Je me suis interrogé sur le sens du discours que je l'ai prononcé aujourd'hui. Parler devant des scientifiques devrait conduire à présenter une communication, mais je n'ai pas la compétence car j'ai été formé pour travailler dans les barrages d'électricité de France. Pourtant, à la lecture du quotidien du médecin du 12 septembre 2016, qui citait un très sérieux article scientifique de la presse médicale, je me suis un instant demandé si je ne disposais pas des connaissances suffisantes. Jugez plutôt. Une nouvelle étude se penche sur la santé du capitaine Haddock versus de son jeune ami Tintin. Irréprochable dans la méthode, le travail se conclut par un constat sans appel. 56% des pépins non traumatiques rencontrés par le capitaine sont liés à son alcoolisme. Bon, je ne suis pas certain que quelque chose de ce genre retienne votre attention. J'ai donc choisi de vous raconter une histoire vécue nettement moins souriante. Pour cela, je vais énumérer les raisons qui ont fait naître à Évry un projet qui a permis un bond en avant de la génomique. Il va me falloir à un moment parler de moi et de mes enfants en espérant ne pas vous lasser. Je suis parisien, sorti des écoles EDF en 61 avec diplôme d'électromécanicien de centrale hydraulique. J'ai été affecté à 18 ans dans les Alpes. J'y ai découvert deux rivières nées des montagnes, l'Arc et le Drac, avec leur violence et leur folie que les hommes domestiquaient. J'y ai découvert les grands barrages du Mont-Cenis, de la Bissorte, de Saint-Pierre-Cognier et quelques autres. Une seule fois dans ma vie, j'ai commandé l'ouverture des énormes vannes du barrage de Saint-Pierre-Cognier. Dans un formidable rugissement, la montagne s'est mise à tressaillir, tandis que des milliers et des milliers de mètres cubes d'eau se ruaient dans le lit du Drac en aval de l'ouvrage. Parce que les générations précédentes avaient imaginé et construit ces monstres, un homme pouvait déclencher ce cataclysme simplement en appuyant sur un bouton. Comment oublier cette disproportion entre la fragilité de l'homme et ce qu'il est capable de maîtriser quand il ne cède pas au vertige de l'orgueil? Des années plus tard, je devrais affronter le mal. Sur quoi fallait-il appuyer pour déclencher le bien? Cette journée est bénéfique pour ceux qui espèrent, pour ceux qui aident et qui ont donné, mais aussi pour les miens. Des pans entiers de la médecine et de la biologie ont été impactés et un terme a été mis au silence sur les maladies rares. Je suis évidemment touché par cette journée, mais j'aurais pu continuer de m'enfoncer en silence dans les années comme je le fais depuis 8 ans, en conservant le souvenir de ces gens que j'ai aimés, dont beaucoup sont là aujourd'hui, avec qui j'ai vécu l'aventure, et en suivant ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que la bête soit traquée, que les changements que nous avons initiés soulagent les enfants de ce pays, quand ces nouvelles me parviennent au fond des bois du Périgord noir. 4 éléments sont à l'origine du progrès à partir de 86. Le travail d'un jeune Américain, Anthony Monaco, dans l'indifférence générale pendant 6 ans, l'appui de la population de notre pays avec toutes ses composantes, le projet d'un scientifique français, le professeur Cohen, et une décision déclenchée par la mort d'un adolescent de 16 ans. J'y reviendrai car cette aventure pleine de joie est aussi bordée de larmes. Je n'aborderai pas la saga du Téléthon aujourd'hui, ni les aides aux malades, ce n'est pas le sujet, un livre est en préparation. Dans cette salle aujourd'hui, des sièges vont rester vides. J'ai bénéficié de leur amitié pendant 25 ans et ils ne viendront plus. Oh, excusez-moi. Marcel Torel, un des fondateurs de l'AFM en 1956, il a poussé la réunification du mouvement, il a introduit le fauteuil électrique en France, il était tétraplégique, mais c'était un homme debout, un caractère, une force. Michel Pignolet, 2 garçons myopathes, une fille porteuse, ingénieur numéro 2 de l'équipement de l'Essonne, bâtisseur de ponts, de routes. Il m'a accueilli en 1972. Nous avons construit nos maisons côte à côte, partagé nos joies et nos drames. Il a été vice-président pendant 25 ans et président quand je me suis éloigné. Claire Hamon, directrice générale, femme de tête et de cœur, professionnelle de la santé, expérimentée, qui a géré les hommes et les moyens avec autorité et intelligence. Merci. Il me surveille depuis le temps.
Porteuse d'une culture internationale, elle a transformé la classification internationale des handicaps, qui était une livresque, en organigramme opérationnel de l'organisation. La force de son engagement laissait penser aux parents qu'elle avait un enfant myopathe. Ce n'était pas le cas. Elle est décédée, elle avait 50 ans. Ça, c'est dur. Hein. Sylvie Forest, notre jolie communicante. Cultivée, Sylvie était titulaire d'un diplôme de conservateur du musée et elle sortait de l'école des beaux-arts. Elle était l'eau et le feu, douce, et elle dissimulait une force de caractère qui a guidé l'association dans les arcanes de la presse et des médias. Elle nous a quittés à 36 ans. Plongeant l'immeuble d'Evry dans la stupeur et dans la peine, Daniel Cohen, qui l'avait épousée, en parlera cet après-midi. Robert Manarange, directeur scientifique permanent de l'AFM, il fut collaborateur de François Gros à l'Académie des sciences, il a consacré sa retraite à guider nos engagements, un militant du bien qui fut un temps président du Généton et qui a accompagné l'arrivée de la cartographie du génome. Et puis j'allais oublier Alix Cloarec, qui fut un directeur général de Généton, qui nous a laissé avec un cancer du pancréas. On a juste le temps de devenir amis. Bon, j'ai bien plombé mon exposé, mais ces gens, on leur doit beaucoup. Tous, sans exception, c'était des amis. C'est des gens avec qui on partageait le fer et le feu tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, je m'en souviens, et j'espère que vous en souviendrez peut-être. Il y a eu aussi les pionniers du laboratoire de pathologie moléculaire, et là on parle de scientifiques. Jean Demos, Georges Chapira, Jean-Claude Dreyfus, qui, il y a bien longtemps, ont commencé à travailler sérieusement sur la myopathie. Il y a eu Katie Schwartz, un bonheur de travailler et une fierté de travailler avec cette femme. Une scientifique cristalline qui fut directrice de la recherche française et pilier de notre organisation scientifique, tellement proche, tellement engagée, tellement compétente. Jean Frézal, un mandarin redouté et réputé, qui est venu à l'Assemblée générale de l'AFM dire que nous avions raison et qu'il s'était trompé. Il n'y a pas beaucoup de mandarins qui font ça, n'est-ce pas? Je vise personne. Hein. Au sujet de la cartographie, ses élèves, Arnold Munich, Judith Melki, ont identifié le gène de la myotrophie spinale grâce à lui, cartonnant les États-Unis, qui ont le même sujet. Georges Charpak, qui était un conseiller loyal et intègre, expert impitoyable des phénomènes de physique appliqués à la biologie, un homme amical, honnête, présent à nos côtés, avant et après son prix Nobel. Jean Dosset, prix Nobel, fondateur du Centre d'études du polymorphisme humain, patron de Daniel Cohen, vice-président de Généton et donc lourdement engagé dans le programme de cartographie et dans l'éthique des travaux sur le génome. Ce que je viens de dire là sera une répercussion tout à l'heure. Et puis Joseph Feingold, généticien d'envergure, qui nous a vraiment aidés, mais n'a pas accepté l'émergence de ce qu'il nommait l'ADN médicament. Il en a refusé le concept, comme certains hommes de son âge et de sa spécialité. J'espère que là où il est aujourd'hui, il peut mettre ses croyances à jour. La reconnaissance du rôle de chacun est une forme précieuse de l'honnêteté pour des dirigeants. Un examen lucide des apports des compétences de ceux qui ont collaboré dans cette aventure débouche sur une modération dans l'évaluation des mérites des chefs de file. J'ai souvent cité les vers d'Edmond Rostand étaient tirés de l'Aiglon. Majuscule, c'est vous qui composez les titres et c'est sur vous toujours que s'arrêtent les yeux. Mais les 1000 petites lettres, ce sont eux. Et vous ne seriez rien sans l'armée humble et noire qu'il faut pour composer une page d'histoire. Voyez-vous, la vérité ne fait mal à personne dans notre affaire, et beaucoup de ceux qui ont participé à l'aventure peuvent légitimement se sentir honorés. Les familles de l'AFM ont généré une armée hétéroclite. La science des chercheurs, l'art des médecins, le travail des salariés, un bénévolat exceptionnel et les dons de millions de donateurs. Je n'oublie pas la presse. Savez-vous qu'on avait chaque année 30 000 citations et articles de presse. La générosité des artistes qui nous ont fait cadeau de leur talent. Radio France, Antenne 2. À l'époque, leur personnel qui nous ont accueillis sur les antennes avec intelligence et sensibilité. Ces progrès ont été portés par la population de ce pays. C'est à elles et aux entreprises comme la Poste qui nous soutiennent depuis 30 ans que nous devons cette percée. Ce jour est un événement qui me touche profondément pour deux raisons. En premier, évidemment, c'est une validation de la stratégie et des réalisations qui ont allumé enfin une lueur dans le tunnel des maladies neuromusculaires et par rebond pour les autres pathologies génétiques.
L'AFM a fait ce qu'elle a dit, elle a obtenu l'essentiel de ce qu'elle a tenté. Aujourd'hui comme hier, nous n'avons pas volé, pas trahi ceux que nous défendons et ceux qui nous financent. La Cour des comptes en témoigne. Le second aspect, c'est l'origine de la détermination de nos familles. Une partie de l'histoire des miens illustrera cet aspect. Mes enfants, Marc et Catherine, sont dans la salle. Ils ont subi mes absences, mes fatigues pendant 25 ans. Et j'apprécie qu'ils s'approprient ce qui sera évoqué au cours de cette journée. Ils ont vécu avec un frère aîné, dont les forces déclinaient régulièrement, qui a découvert le fauteuil roulant à 9 ans, dont la vie s'est arrêtée à 16 ans. Cet enfant captait la disponibilité de ses parents, ce qui pénalisait les autres enfants. Lutter contre la mort d'un enfant est une dictature qui engloutit tout. La myopathie de Duchenne de Boulogne, comme toutes les affections invalidantes et létales, impacte toute la famille. Nous étions au courant. Nous étions au courant car on nous avait exposé le problème, mais pas la solution. Il y a autre chose. Développer l'AFM, ses projets, ses satellites, est un chronophage. Je ne disposais ni de la culture, ni des formations nécessaires, ni d'un carnet d'adresses. Il a fallu compenser avec du temps de travail, beaucoup de travail. Et dans ce cas-là, la variable d'ajustement, c'est le temps familial qui se réduit comme une peau de chagrin, ce qui s'additionne au déficit paternel. J'ai découvert la vie médico-scientifique, la solitude des maladies rares. Il va falloir que tu cherches des oui, c'est ça. Tu me feras la facture. Hein. Je craignais d'avoir des émotions. Elles sont là. J'ai découvert le vide médico-scientifique, la solitude des maladies rares et la violence passive et silencieuse du temps qui tue l'être aimé. 69, naissance d'Alain, mon premier enfant. À l'âge de 18 mois, retard de la marche et difficulté à se mettre debout. 72, 13 consultations, dont 12 diagnostics ahurissants pour enfin avoir accès au diagnostic de maladie de Duchenne. Ce fut fortifiant, malformation, troubles psychiatriques, refus psychologique, paresse. Le professeur Arthuis de Saint-Vincent-de-Paul me dira « Fichez-lui la paix avec les traitements, achetez-lui donc un vélo et faites-en un autre. » Ça aide, non ? Ça aide quand on est parent, quand on a 30 ans, on se sent aidé. Le président Edgar Faure, en 1974, me préviendra « Vous n'obtiendrez rien car vous n'êtes pas assez nombreux ». Et cette phrase-là, je l'ai gardée dans ma tête tout le temps. Quant à la télévision de l'époque, le jeune Michel Dubost, dont le frère était myopathe, et qui deviendra évêque d'Évry, avait tenté d'obtenir auprès de messieurs Desgroupes et Dumayet une émission de télévision comme aux USA. Non, dans ces maladies, il n'y a aucun espoir, lui fut-il répondu. Pas d'émission. À Créteil, en 1975, on avait refusé de prendre mon fils Alain aux urgences pour une appendicite. Car on savait endormir ses enfants, on n'était pas certain de les réveiller. J'ai dû appeler la police pour le faire opérer. Bienvenue en territoire hostile. Sur qui, sur quoi fallait-il s'appuyer? Les spécialistes de la myopathie semblaient être le docteur Jean Desmos, assisté de Gilberte, son épouse bénévole, consultation à Necker, labo à Cochin, Institut de pathologie moléculaire, professeur Chapira. Puis pour lui, l'origine de la maladie était la microcirculation sanguine qui ne s'adaptait pas à l'effort musculaire. Un traitement, orthèse de nuit, corset de cuir, de fer, et surtout des bains quotidiens à 40 degrés, histoire de dilater, suivi de longues séances de kinésithérapie quotidienne. Pour sauver nos enfants, on avait donc inventé l'eau chaude. Eh oui, des molécules. Les vasodilatateurs ne dilataient guère que la bourse des pharmaciens, sans modifier quoi que ce soit des muscles de nos enfants. Et puis là, maintenant, je vais vous montrer des images pour bien fixer ce que c'est que la myopathie. C'est un film de la Croix-Rouge. Et cette force qui diminue tout le temps, ces muscles qui se détruisent, ces gestes qui s'effacent, le petit bonhomme, il essaye de se lever. Alors, c'est des gosses, il me disait, dans la tête, on va se lever. C'est-à-dire qu'on donne les ordres, et
le corps ne répond pas. Jean Desmos cherchait une solution. Son attachement à cette cause perdue était de même nature qu'un autre engagement dans le maquis communiste de la résistance. Il nous a formés à la lutte, même si tout semble perdu, disait-il, il faut se battre quand même jusqu'au bout, sur tous les aspects, de toutes nos forces, on n'abandonne jamais. Ou encore, ne vous laissez pas embarquer par la neurologie, ils n'ont rien à vous proposer et vous serez utilisé pour renforcer seulement le paramétrage des services. Et la recherche en 72, celle de l'État était discrète, fondamentale, loin des malades, mais dans le même état qu'était la recherche sur le génome à l'époque, c'est-à-dire réservée à quelques spécialistes un peu très fondamentalistes et très scientifiques, un peu rares. Le Lions Club International s'était engagé en 1966 aux USA aux côtés de Jerry Lewis. Les Lions de France avaient créé au début des années 70 le COFRASOM, Comité français de soutien à la recherche contre la myopathie, ce que nous appelions, nous, le COFRASOU. Conseiller scientifique, Dr Jean Desmos. Bénéficiaire quasiment exclusif des crédits, Jean Desmos et sa théorie. Or, sa théorie était une erreur. C'était une erreur comme cela arrive dans les associations au service d'un médecin qui s'approprie une maladie et s'isole de la communauté. Le docteur Desmos commettra une autre erreur qui le conduira à mettre un terme à sa carrière. Il espérait avoir mis au point un dépistage des hétérozygotes en dépistant la diphényloxydase, une enzyme découverte par hasard dans une boîte de culture, oubliée en rentrant tardivement de la cantine. Mais je ne pense pas que, pour un communiste comme lui, je ne pense pas qu'il croyait que c'était un signe du ciel. Plusieurs femmes identifiées comme saines accouchèrent de garçons myopathes. Chez les Barato, la diphényloxydase était absente. Et pourtant, le gène maudit était en embuscade quelque part dans l'ADN. Fin du chapitre Desmos. La page s'est tournée sans rancœur, sans haine. Nous perdions un ami. Jean et Gilberte Desmos se sont battus de toute leur force, utilisant ce que l'époque mettait à leur disposition. Ils nous avaient consacré leur vie quand la santé publique nous ignorait, quand la médecine faisait semblant de ne pas nous voir. Quelqu'un proposait-il autre chose? Où, quoi, quand? Faute de savoir ce qu'il fallait faire, nous apprenions ce qu'il ne fallait pas accepter. Le peu d'efficacité de tout ceci était évident. En 72, aucun enfant ne guérissait, aucun ne devenait adulte. Aucun espoir, aucun projet à l'horizon. Les femmes d'une famille ayant comporté un myopathe se voyaient orientées systématiquement vers l'avortement de tous les fœtus mâles. Or, une femme sur deux ne portait pas le gène et aucun de ces garçons n'aurait été myopathe. Celles qui étaient porteuses du gène étaient traitées de la même façon. Or, un garçon sur deux chez ces femmes-là n'était pas concerné. Que devenait le désir du couple dans cette affaire? On n'entendait pas de protestation religieuse à cette époque, comme on en a entendu plus tard quand on a commencé à faire quelque chose. J'ai toujours été discret sur un autre drame. À l'âge de 21 ans, j'ai perdu ma jeune épouse enceinte après moins d'1 an de mariage. 9 années plus tard, mon aîné, un petit bonhomme âgé de 3 ans, est condamné à mourir avant d'être adulte et sa maladie menace ma descendance. Ouais. Après le chagrin et la peur est venue la révolte. Je devais faire pour mon fils ce que je n'avais pas su faire quelques années auparavant pour une jeune femme, protéger, sauver. Si c'était à refaire pour un autre enfant, je referais la route de la même façon, sans hésiter, mais en essayant de mieux protéger les miens. Si j'avais pu sauver mon fils seul, je l'aurais fait. Mais son sort était indissociable de celui des autres enfants myopathes, de toutes les maladies rares, de toutes les maladies génétiques pour lesquelles il manquait la volonté et les moyens de chercher et de découvrir l'origine du mal. Je ne suis pas un fanatique de la science, juste un homme tombé à l'eau qui a cherché à rejoindre la terre ferme par tous les moyens, je n'ai rien fait d'autre. C'est ça mon engagement, je ne suis pas Saint Vincent de Paul. Quant à la bonté, la charité, sur un tel sujet, elle ne peut être que secondaire à une analyse froide des composants du drame et à la mise en œuvre d'une stratégie de combat désincarnée et éthique. L'esprit charitaire ne suffit pas et ne doit pas masquer la nécessité d'organiser une riposte. Voyez-vous, le doute était en nous. Nous avions beaucoup fréquenté les laboratoires. Ici, j'ai pas mal de camarades qui ont fréquenté les laboratoires avec moi.
N'est-ce pas, Pierre? Le doute était en nous. Nous prenons rendez-vous avec le directeur de l'Institut Pasteur. Nous venions demander au professeur François Gros en quoi consistaient ses propres travaux sur le muscle et s'il existait d'autres pistes que la microcirculation sanguine. Nous sommes restés 2h30 étonnés par la qualité de l'accueil qui nous était accordé par cet énorme personnage. Nous imprégnons de ses conseils, de rigueur, d'évaluation. Un nom apparaît, Michel Fardot, chercheur de haut niveau sur le muscle, avec qui je ferai le chemin pendant plus de 20 ans. Quand je dis du bien de François Gros, il faut savoir qu'aujourd'hui, bien que nous soyons quittés depuis longtemps, nous sommes toujours amis, on se téléphone, on s'écrit. Et il va venir me voir. Il y a des gens qui sont... Il y a du fond. Ainsi donc, financer la recherche nécessitait l'avis d'un conseil scientifique pluridisciplinaire. Ce conseil naîtra à l'Institut Pasteur en novembre 1981 sous la présidence de Michel Fardot. Il fut la base de la réunification du mouvement associatif. Dire que cela fit plaisir au docteur Desmos serait excessif, mais comme c'était un homme droit et honnête, il contribua à ce nouveau système sans rouspéter. Dès la première réunion, le professeur Chapira lancera « Vous avez réuni l'élite scientifique du moment, en toute modestie, tant qu'on y est, hein. Si on ne se sert pas soi-même, pas compter sur les autres, j'en sais quelque chose. Hein. Où c'est qu'il est, Chapira? Ah, le voilà. De combien disposez-vous, me dit-il? De combien disposez-vous? Oh là là, c'est mal parti. Nous ne disposions que de 600 000 francs à l'époque, ce qui est très faible pour alimenter une recherche scientifique. Et je lui ai répondu, générez vos projets, nous les financerons. La science, c'est vous, l'argent, c'est nous. C'est encore comme ça aujourd'hui. Pas question que cette corporation mette la main sur les finances et donc sur le pouvoir, car nous sortions d'une situation suffisamment boiteuse pour ne pas en recréer une autre. Cette liberté existe encore aujourd'hui. Sans elle, nous n'aurions pas fait la cartographie du génome, j'y reviendrai. Alain, mon garçon, nous a quittés le 5 septembre 86, le jour de la rentrée scolaire. Il croyait à la recherche, il attendait. J'étais devenu l'ombre portée de l'échec, je ne pouvais plus parler d'espoir, je tentais la mort. J'ai quitté la présidence, pas l'association. Michel Pignolet a pris la suite. Excusez-moi. J'aurais dû mettre des chaussettes cette nuit, moi. 25 jours plus tard, le 30 septembre 86, à notre congrès de Tours, les souvenirs, devant 800 scientifiques, Anthony Monaco annonce l'identification du gène de la myopathe Duchenne sur le chromosome X dans la région XP21. La muraille du malheur se fissure. Voici enfin un des boutons qui déclenche le progrès. À quel prix? À midi, avec Anthony Monaco, cet Américain de 26 ans, en jean et basket, je me rends au buffet offert par le Conseil de l'Ordre de Tours. Je ne vous commande pas le buffet, mais... À mes côtés, une maman militante bouleversée, Isabelle. Elle n'est pas là, Isabelle? Je pensais qu'elle allait venir. C'est formidable pour la Duchenne, mais pour la maladie de Werning-Hoffmann de mon enfant, où nous n'y arriverons jamais. Des larmes perlaient, je l'ai présenté à Monaco. Je l'ai présenté à Anthony Monaco, qui, devant le buffet, se confectionnait un casse-croûte d'escouade dans un demi-pain avec des tranches de foie gras épaisses comme ma main. Le tout accompagné d'un grand Coca-Cola. Du coca avec du foie gras. Une ombre soudain obscurcissait ses compétences. Il dira, même problème, on termine la Duchenne et on s'occupe de vous. Et là, il y a eu un choc. Je comprendrai progressivement que la découverte d'Anthony Monaco comporte deux volets. Le premier, c'est le gène de la maladie de Duchenne qui met fin au mystère et annonce une victoire future. Ce n'est pas discutable. On a à l'origine le gène, 15 jours après, 3 semaines, on avait la protéine, et les mécanismes cellulaires qui en découlent ont été découverts au fil des ans. Ce qui conduit cette maladie est aujourd'hui dans les thérapeutiques. Mais la grande nouvelle que personne ne relève est qu'une technique reproductible et sans doute perfectible, puisque c'est la première, existe pour identifier les gènes. Ce n'est pas un exploit isolé qui a permis cette annonce.
c'est le début d'une révolution. Vous n'êtes pas assez nombreux, disait Edgar Faure. Mais avec ça, avec cette découverte, les mots perdaient soudain leur nocivité. La radio et la presse française relataient abondamment la découverte. Madame, monsieur, bonjour. Tout d'abord, une information qu'il faut toujours accueillir avec la prudence d'usage. Un spécialiste américain aurait identifié le gène de la myopathie. Nous passons maintenant au chapitre médecine avec une communication capitale faite aujourd'hui au colloque de Tours. Une équipe américaine vient en effet de mettre en évidence le gène responsable de la myopathie. Cette étape est importante dans la connaissance de l'origine de cette terrible maladie. Les chercheurs vont pouvoir bientôt s'orienter vers l'élaboration de traitements. Anthony Monaco est étonné par le ramdam que ça a fait en France. Il venait de présenter sa découverte aux USA et en Allemagne dans l'indifférence générale. Et voyez-vous, ça, c'est caractéristique du peu d'intérêt à cette époque pour la génétique et pour les maladies rares. Plein feu sur l'incompétence des dirigeants de tout poil. On parle des clés de la vie sur Terre. Que signifiait ce vide? On devenait capable de trouver l'origine de plusieurs milliers de maladies, dont beaucoup étaient létales, handicapantes, héréditaires, et rien ne bougeait et ne bougera dans les années qui suivirent. D'autres progrès pointaient leur nez. La thérapie génique n'est pas un miracle, ce n'est pas une solution universelle, c'est juste un espoir étayé. Il fallait commencer par n'importe quel bout, le plus facile, le moins dangereux, mais commencer, attaquer. Désormais, pour la maladie de Duchenne et quelques... Il n'y en avait rien d'autre, hein. Désormais, pour la maladie de Duchenne et quelques autres, on pouvait dire à une femme qu'elle n'était pas porteuse du gène. Elle pouvait procréer sans ce risque-là. Savoir qu'elle échappait aux avortements aveugles des fœtus mâles et que le choix intime des parents était protégé, mais quel bonheur! Pour celles qui portent le gène, on identifiait désormais les fœtus mâles touchés par la maladie. Une première étape venait d'être gagnée sur la route des thérapeutiques. Moins de souffrance, moins d'avortements dits thérapeutiques. Un fœtus mâle sur deux désormais épargné. Un progrès, un vrai progrès, partiel. Plus tard, ces enfants, nous les avons appelés les bébétons. Nous les inviterons avec leurs parents sur le plateau du Téléthon. Ce sont les premiers que la génétique de nos maladies a épargnés. Mais, je vais maintenant être un peu désagréable, on notera quand même quelques dates. Dans la presse médicale internationale, en 1987, est publié le DPI, le diagnostic préimplantatoire. En 1990, le premier DPI est réalisé en Angleterre, avec naissance d'un premier enfant en 92. En 1994, naissance du premier enfant par DPI en Belgique. Et cette même année, en 1994, en France, le DPI devient légal. D'accord? De 1994 à 1987, ça fait déjà un bon moment pour lequel les gens ont ronflé tranquillement sans rien faire. Et en 2000, naissance du premier enfant français né par DPI. 7 années pour autoriser, 8 ans après l'Angleterre, 6 ans après la Belgique. Ça confirme que, comme pour le génome humain, la France était en retard, encore une fois, et c'était bien désolant. Ça déclenchera une campagne de presse contre le Téléthon, dénonçant ses progrès. Or, nous n'intervenions pas sur le DPI, et les croyances ne sont pas des lois de la République. Le 6 décembre 2006, Jacques Chirac, président de la République, agacé, mettra un terme à ce tohu-bohu. Il convoquera une conférence de presse à l'Élysée. Ce que fait l'AFM est conforme à la loi et à l'éthique. Fin du cirque choquant. La génétique, c'est comme l'autoroute. Si on dérape, il y a un réel danger. Mais ce n'est pas pour ça qu'on arrête les ambulances et qu'on ferme l'autoroute. Il faut des conducteurs responsables, les lois de la République et des gendarmes pour faire respecter si ça ne va pas. En dépit de la découverte du gène, nous n'avions aucune chance de vaincre quoi que ce soit avec notre profil associatif, nos ressources dérisoires, notre recherche fermée sur elle-même. Côté ministère, rien. À l'étranger, rien non plus. Alors pour sauver nos gosses, on fait comment? Parce qu'on n'est pas des spécialistes du marketing ou de la télévision, hein. On est des parents qui essayons de sauver leurs gamins, encore aujourd'hui. J'ai eu envie d'abandonner, de rentrer chez moi. Continuer de pousser les bénévoles à courir après l'argent avec leur kermesse, les campagnes de cartes de vœux, les ventes de santons de Provence ou de chocolat de Noël,
poussés à faire toujours plus alors que nous n'avions aucune chance de faire bouger la montagne. Il fallait s'arrêter de se raconter des sornettes. Cette forme de solidarité, pour indispensable qu'elle soit, était incapable de gérer le problème. Quitter le mouvement n'est pas simple. Le gène est toujours en embuscade chez les miens, les femmes, les enfants, les petits-enfants. Quitter en tournant le dos, fuir, ce n'est pas mon style. La myopathie, c'est comme la mafia, on ne démissionne pas. Revenir, mais pour quel projet et avec quel argent ? Nous devions quitter les marais de la résignation. 600 muscles représentent 40% de poids du corps humain, dit-on. La motricité, les organes, la digestion, la circulation sanguine dépendent de ces 600 serviteurs. Ils sont le siège de près de 300 maladies dont beaucoup sont évolutives, invalidantes ou létales. Eh bien, en 1980, il n'y a pas d'organisation en myologie en France. Très peu d'enseignements, la myologie était affaire de choix personnels, de formation à l'étranger. 3 pôles hospitaliers modestes, voire confidentiels, Marseille, Nancy et Paris. Nous devions donc commencer par créer une base stratégique pérenne, un institut du muscle au cœur du plus grand hôpital de neurologie d'Europe, avec son amphithéâtre, ses laboratoires, ses consultations, des quantités d'experts de tous les services hospitaliers à portée de main. C'était une priorité absolue. Comment commencer et comment financer ? Nous formions un groupe de parents très soudés, une sorte de meute de chasse. Le Téléthon de Jerry Lewis était un marronnier qui revenait depuis 10 ans à la télé et la télévision. Pour nous, c'était un fantasme, un rêve. Michel Gémy, qui est ici, le père de Francky, l'avait découvert en 1982, ce Téléthon, lors d'un séjour aux États-Unis. En 1983, il rencontrera Jerry Lewis à ma demande. Réponse de l'artiste, il y a trop d'associations en France, réunifiées, je viendrai. Message reçu, la réunification s'est faite, il est venu. En août 1986, je demanderai à Pierre Birambeau, le père de Damien, qui est ici aussi, d'effectuer une étude sur place et de présenter un rapport au conseil d'administration. Lui et sa famille, exaltés par cette mission, passent le mois d'août de vacances aux USA à interviewer les responsables américains du Téléthon ainsi que des chercheurs et des familles. Ce sera l'amorce d'un réseau. Emballé par le concept américain, il en rapporte une analyse qui fixera nos idées. Le CA de l'AFM suivra. La mort d'Alain allait déclencher la décision, faire le Téléthon. Il restait pour Pierre et moi à convaincre France 2, Antenne 2 à l'époque, ce qui fut fait. Pierre Birambeau quittera sa fonderie d'aluminium qu'il dirigeait. Nous ferons équipe tous les jours, pendant des années, sans pouvoir toujours dire qui a imaginé quoi, qui a dirigé quoi, qui a décidé quoi. Ce négociateur né interviendra également dans les domaines de la recherche avec talent sur de gros dossiers, ici dans le territoire et à l'étranger. Il a cet avantage sur moi, c'est qu'il parle l'anglais, enfin à peu près. Le Téléthon a été lancé parce que nous cherchions 50 millions de francs, 7,6 millions d'euros pour ouvrir un institut du muscle et mettre à l'abri le peu de savoir qu'il y avait. Le 6 décembre 1987 à minuit, le Téléthon enregistrera 187 millions de francs, soit 28 millions d'euros. Ce qui fera dire plus tard à Cohen-Solal qu'on a fait le Généton parce qu'on avait trop d'argent. Immédiatement, nous financerons une consultation dans le bâtiment Ressler en Salpêtrière afin de créer une équipe de lancement et de cesser de perdre du temps. L'Institut du muscle ouvrira ses portes en 1996. Le professeur Fardeau assurera l'ensemble de tout ça avec talent. Il lancera le diplôme universitaire de pathologie neuromusculaire, puis l'unité INSERM 153 s'installera dans l'Institut. Mission accomplie de ce côté-là. Le panorama se précisait pour les béotiens que nous étions. Pour la maladie de Duchenne, la lutte finale était en cours. Rationnelle cette fois. Contrairement à l'histoire de la médecine, une stratégie descendante explorait la maladie à partir de l'origine. Ça s'appelait la génétique inverse. Elle progressait d'autant mieux que les symptômes par lesquels on espérait remonter à l'origine étaient bien étudiés. L'art de la médecine se dotait du renfort d'une science nouvelle et précise, et ça me plaisait beaucoup. Rien n'était réglé cependant. Une maladie rare, c'est-à-dire non rentable pour l'industrie, non enseignée dans les études médicales, une maladie héréditaire qui tue les enfants, pas très attractif pour les carrières médicales. Plein de raisons pour regarder ailleurs.
Le docteur Demos m'avait raconté que pendant son internat, quand la cohorte des internes suivait le grand patron et passait de chambre en chambre, un lit avait été évité. En fin de journée, en fin de soirée, l'explication lui fut donnée. C'est un myopathe, c'est l'évolution qui tranchera. La maladie disposait ainsi de collaborateurs bénévoles. Aujourd'hui encore, opposition au génome humain, à la thérapie génique, aux cellules souches, au téléthon. 25 ans plus tard, les mensonges, les dogmes réapparaissent dans la lecture des archives, ce qui m'a, je ne vous le cache pas, beaucoup énervé. Le patron du Greg refusait de collaborer avec Généton, prétextant notre refus de communiquer nos données. Il faut le dire, c'est un mensonge éhonté. Ces données étaient gratuitement disponibles dès que validées. Jean Dosset, prix Nobel, était vice-président de Généton. Il ne prenait pas de leçons dans le domaine de la transparence et de l'éthique. Cette transparence et éthique était un des éléments du projet des 3 chefs de projet. Donc dès qu'on a pu larguer des informations vérifiées, validées, on les a larguées et gratuitement. Donc, quand c'est le patron du génome français qui dit ça, il est mort, hein, c'est bien pour lui, parce que j'aurais été le voir. Ces données étaient gratuitement disponibles. Certains arguments étaient faibles scientifiquement. Généton bénéficie de la charité télévisée du Téléthon. On amène des petits-enfants paralysés sur des plateaux de télévision et on fait pleurer les gens. Ben voyons. La maladie de Duchenne, c'était 3000 enfants perdus. 3000 enfants perdus. Monsieur Slonimsky avait-il une autre proposition à nous soumettre? Un conseil peut-être? Non, bien sûr, rien du tout. Des critiques, c'est tout. J'allais oublier la bêtise ordinaire. On ne fera pas le génome de l'homme, c'est une pompe à fric. Nous parlions de maladie létale, une pompe à fric. Vous savez, les parents, les choses qu'on ne peut pas accepter, c'est pas possible. Du côté secteur public, le dogme stérile et les erreurs allaient montrer. En 1992, il est écrit dans un rapport de l'INSERM qu'il n'y a rien à attendre du génome humain. On ne mélange pas l'argent du public et l'argent privé. Le génome humain, c'est l'affaire des fonctionnaires de l'État, un vrai florilège. Malheureusement pour la France, en 1990, il n'y avait pas les crédits, pas les installations et pas les projets. D'accord? Et ce n'était pas le cas aux USA, au Japon et en Angleterre. Quand je parlais du retard tout à l'heure, à mon avis, c'est ça. Ils furent plusieurs à nous inventer des tares, une organisation gérée par des malades bénévoles, disposant d'un budget supérieur à celui des sens de la vie du CNRS. Ça énerve et ça aurait dû être vulnérable. Loupé. Pour information, 2 prix Nobel, l'ex-directeur de l'Institut Pasteur, le futur directrice de la recherche du ministère et une bonne vingtaine de grands spécialistes contribuaient et validaient notre politique. D'accord ? Nous n'avons empêché personne de faire mieux que nous, de faire la même chose, de faire à notre place ou de faire avec nous. On les a même invités, ils ne sont pas venus. L'agent EDF que je suis percevait ce qui se profilait à l'horizon simplement en écoutant, observant et vérifiant. Pourquoi ce ne fut pas le cas de tous ces dirigeants, de nos parlementaires dont la fonction était de protéger, de tracer l'avenir? Si Pasteur avait été encore de ce monde, aurait-il sauté à pieds joints dans un programme qui modifiait les conditions d'accès aux divers génomes? Ou aurait-il tenté de discréditer ceux qui s'engageaient dans une aventure risquée, destinée à comprendre pour soigner? Il n'y a pas eu de Nixon en France pour investir massivement dans la biologie. Après l'hitlérisme, au-delà des années 1950, la génétique a eu du mal à s'installer dans l'enseignement universitaire. Ce qui explique pour partie qu'en 1990, la génétique fut absente de la culture parlementaire. La Chambre des députés et le Sénat avaient compris la bombe atomique grâce à Hiroshima, l'aviation grâce à leur voyage vers les îles, les fusées et les satellites grâce à Tintin dont on a marché sur la Lune. Mais il nous a vraiment manqué Tintin et les OGM. Parce que quand j'allais à l'Assemblée nationale ou au Sénat, causer de la génétique avec quelqu'un, c'était un parcours. Il y avait un type, mais je n'ai pas pu retrouver son nom, c'est dommage, qui était dans la section spécialisée, qui lui avait tout compris, mais il prêchait dans le désert. Nous nous sommes battus pour nos enfants, dont la mort était et reste inadmissible. En aucun cas pour prendre le pouvoir dans la recherche, en aucun cas pour nuire ou pour la gloire de quelques-uns, certainement pas pour la médiatisation ou l'argent. Seulement pour faire ce que personne n'avait l'intention d'entreprendre ni ne savait faire.
Ce n'est plus contestable aujourd'hui. Notre projet marque des points chaque mois. Il est en train de réussir, j'en suis certain. Je tiens à exprimer la gratitude des familles, à tous ceux scientifiques et médecins qui ont participé, ou tout simplement à tous ceux qui se sont abstenus de nous nuire en attendant de pouvoir évaluer et d'y voir clair. Il y a beaucoup de gens bien dans ce pays, ça compense et ça aide. Le second grand virage s'amorce en 1990 au sein du Centre d'études du polymorphisme humain de Jean Dosset. Son directeur général, le professeur Cohen, propose de dresser une carte physique du génome humain sur laquelle il travaille depuis quelques années. Une maladie génétique touche sa famille, la rétinique pigmentaire, des gens qui deviennent aveugles. 6 années pour chercher un gène. Pour Cohen, pas question. 2 scientifiques vont le rejoindre. Jean Wessenbach, qui était en stage au CEF, où il affinait un projet de carte génétique. Il quittera l'Institut Pasteur, car on ne travaillait pas à l'extérieur de l'enceinte de l'Institut quand on est pasteurien. Un 3e homme, Charles Offray, auteur d'un projet de carte cDNA, rejoindra les autres. Voici un trio constitué. Un homme du Sud, solide, chaleureux, entreprenant, genre tsunami. Un Alsacien discret, précis, sensible, râleur. Un biologiste philosophique et barbu. Le projet est clair, découper l'autoroute de l'ADN en milliers de petits tronçons, classés dans l'ordre, ne chercher le gène que parce que sur un tronçon sélectionné, poser des milliers de balises permettant de positionner ces gènes, identifier des panneaux signalant les gènes et pouvoir désormais se déplacer rapidement tout au long des 3 milliards de bases constitutives des 23 paires de chromosomes. Réduire de 6 ans à 3 mois dès 1993 l'identification d'un gène. Mettre au grand jour l'existence des 5000 maladies rares. Disposer de leur ADN, chercher et trouver des gènes maléfiques et faire exister le problème, en finir avec la solitude, ouvrir les vannes d'un progrès. C'était un projet fondamental, exceptionnel, mais très, très éloigné des budgets habituels. À l'Élysée, le conseiller Salzman nous dira « c'est très, très bien, mais je ne peux pas vous aider ». Même type de soutien à Matignon et chez M. Curia au ministère. Le seul conseil scientifique de l'AFM pour nous protéger jugeait suffisant de cartographier un seul chromosome. Daniel Cohen disposait d'arguments lourds. Avec un seul chromosome, nous reproduisions l'erreur stratégique des USA qui, depuis 6 ans, après avoir investi 600 millions de francs, 90 millions d'euros, pataugeait une paire de chromosomes par laboratoire, une vingtaine de laboratoires, autant d'équipements lourds. Les résultats remis aux Américains à la clé, avec brevetage selon toute vraisemblance, une pétaudière étonnante, inhabituelle de ce côté de l'Atlantique. Daniel Cohen prévoyait le contraire, une technologie centralisée, des données rendues publiques et gratuites, un seul labo robotisé avec ses 20 Mark II, ses 20 robots, une informatique puissante et 24 heures sur 24, on va faire de la cartographie du génome humain, je cite, comme on fait les yaourts chez Danone. Cette phrase, perçue comme une sorte de blasphème, en a énervé plus d'un. Science et yaourt. Ceux que ça défrisait nous ont fait beaucoup rire. Je rigole encore d'ailleurs. Daniel choisira, pour continuer d'enquiquiner, des jeunes filles au chômage dotées d'un CAP de secrétariat pour faire marcher des robots et faire marcher tous les jours la salle des robots, histoire de faire un pied de nez aux donneurs de leçons. Il faut dire que le Bec Bunsen et la pince en bois descendaient de l'estrade avec un tel chantier, sans pour autant être désuets ou avoir démérité, mais la biologie à grande échelle pointait son nez. J'hésitais, alors j'ai demandé l'avis de François Gros, Jean-Claude Kaplan, Jean Rosa, Jean-Louis Mandel. Au soir d'une longue... Ce sont des gens en qui j'avais confiance et qui sont restés des amis. Au soir d'une longue réunion au CEF, en présence de Cohen, j'ai recueilli un avis positif unanime de ces experts. Le feu passait au vert. Vite, convocation d'un conseil d'administration exceptionnel en présence de Jean Dosset et le budget sera voté à l'unanimité, 160 millions de francs, soit 25 millions d'euros pour commencer. En 90, le conseil d'administration de l'AFM décidera à ma demande de passer outre l'avis du conseil scientifique pour la première et la seule fois de son histoire. Il décidera la cartographie globale et votera la confiance dans le projet et dans ses auteurs. Ce qui veut dire que, je vous ramène à la fois où Shapira avait demandé comment ça allait se passer les finances. C'est très bien d'avoir les conseillers scientifiques donnent des conseils et le conseil d'administration dirige. Point à la ligne. Ça a très bien marché pendant ces 30 ans, les 30 années, pas de raison que ça ne continue pas.
On mesurera à cette occasion l'intérêt de cette liberté que les malades défendent jalousement, car si nous avions respecté la règle, le projet était perdu, nous n'avions plus qu'à attendre le débarquement américain et ses prises de brevets. Et ça, nous étions contre. Le programme est très, très différent des pratiques du moment. Des informations venant d'Orsay et de Paris confortaient ma méfiance. Le programme et son budget ne respectaient pas la hiérarchisation des hommes et des projets dans la tradition culturelle de la recherche publique. Ils pouvaient inciter à la capture et au cannibalisme, car le socio-professionnel de ces sous-financés l'emportait parfois sur la pertinence des projets. L'ambiance générale était très moyenne. En 1991, les 3 scientifiques de Geneton n'étaient pas encore au sommet de leur réputation et ils restaient vulnérables. Je voulais qu'ils restent libres de construire leur environnement. Le CEF constituait une colonne vertébrale de qualité. Ça, c'était suffisant. On n'avait besoin de rien d'autre. Car c'est un projet fermé qui n'avait pas besoin d'aller s'épandre. C'est après que ça s'est compliqué. 4 autres aspects étaient à considérer. À Paris, quel que soit le local visité, impossible d'envisager des extensions importantes et de loger des entreprises de biotechnologie, par exemple. Les prix d'immobilier, sortant du raisonnable, étaient infaisables pour nous. La cartographie était un problème fermé, je viens de le dire, nécessitant peu de compétences extérieures. Et puis on parlait déjà de réunir les hôpitaux de Corbeil et Évry en un grand établissement. Si cela se faisait, on pourrait tenter d'y introduire les nouvelles thérapeutiques, un futur CHU orienté biothérapie peut-être, si l'État prend sa part dans cette affaire. Quant à l'université, le départ du leader de la chimie des matériaux avait laissé un vide qui pourrait convenir à la génomique, la difficulté résidant dans le choix des moyens pour atteindre un niveau élevé. Notre identité, hors norme, notre financement interruptible chaque année rendait fragile notre organisation. Il fallait fortifier les recherches fortifier et chercher des alliés. Je les ai trouvés, ils formeront un écran de relations aidantes et protectrices. En Essonne, les autorités nous soutenaient. Le Conseil général, Michel Berson, Thierry Mandon. La région avec Francis Choix, Manuel Valls, le préfet Pierre Mutz, la mairie d'Évry, Jacques Guyard, celle de Corbeil, Serge Dassault. Ce sera à Évry, cette ancienne ville nouvelle et pas ailleurs. L'ensemble aurait dû être un projet du ressort de l'État. L'AFM n'avait ni la prétention, ni les moyens de gérer au fil des années l'évolution de l'hôpital, le développement de l'université d'Évry, la création d'entreprises et pas davantage le grand séquençage. Notre identité nous conduisait à n'être qu'une sorte de starter, doté d'un ampli pour une forme particulière de surdité nationale. Oser, lancer, accompagner, puis transférer aux acteurs légitimes. Rappelez-vous, appuyez sur le bouton pour déclencher une bonne tempête. En 91 verra la création du Geneton, ce marathon de la génétique, de la salle des marques, de ses 20 robots et de sa grande banque d'ADN. Les travaux des 3000 m² de Geneton démarrent en 91. Une centaine d'ouvriers se bousculent, se battent parfois pendant les vacances, démentielles. Un exploit réalisé par Gérard Perrano, un sacré collaborateur, proche des familles et doté d'une éthique personnelle. Il fut directeur général de Geneton, dont chacun salue la compétence et l'engagement. Content de te voir ici, Gérard. 2 mois d'études, 3 mois de travaux. Ouverture en septembre, le travail commence immédiatement. Ça aussi, c'était très éloigné des pratiques du secteur public. Construire 3000 m² de laboratoire en 3 mois. Je mesurais encore une fois un étrange décalage entre notre réalité et ce qu'on nous dit officiellement. Vous ne trouverez pas les 100 techniciens dont vous avez besoin. Nous avons trouvé 2 fois plus de techniciens bien formés que nécessaire. L'information échappait au ministère car l'université avait fait son boulot. Enfin, c'est rageant quand même. Au ministère de la Recherche, et t'entends des trucs comme ça, l'information. Votre organisme est mauvais, votre organisation est très mauvaise. Votre organigramme ne vaut rien. Il y a beaucoup trop de techniciens et pas assez de chercheurs. Prenez modèle sur l'organisation des labos de l'INSERM. Aucun intérêt. L'excellent labo INSERM que nous avions construit et équipé pour le professeur Arnold de Munich, qui nous enseigne encore aujourd'hui, Dieu merci, effectuait 100 migrations d'ADN par mois. Geneton en faisait 18 000 par jour. D'accord? On ne faisait pas le même métier, c'est tout. On ne faisait pas le même métier. On n'était pas en concurrence.
Généton publiera gratuitement en 1996 une carte de grande qualité et nous aurons investi 450 millions de francs, soit 70 millions d'euros d'argent français qui a été collecté par des bénévoles grâce au Téléthon dans les rues. Ce qui permet de gagner 6 années sur le grand séquençage. Je pense que ça a permis indirectement l'abaissement du prix du coût de la base séquencée qui avait été défini par les Américains comme une barrière au grand séquençage. Il fallait que le coût de cette base vienne à moins d'1 euro. Or, la cartographie qui a fait avancer tout ça de 6 ans a contribué à faire baisser considérablement le coût de la base séquencée. Quand même 3 milliards de bases, hein, tant qu'on est à 1 centime près. Il était évident que notre pays n'avait jamais envisagé la biologie à grande échelle. Ce type d'activité à forte composante technologique choquait certains biologistes de l'époque. D'autres s'y préparaient en silence, tandis qu'à Généton, nous allions devenir opérationnels sur un programme ayant valeur de modèle. La cartographie était une étape sur le chemin des thérapeutiques. Elle était limitée à sa réussite et à sa publication. Le projet Lévry se profilait. Nos voyages aux États-Unis nous avaient montré, avec Pierre Birambeau, des concentrations en un même site, la technologie, l'informatique, les labos, un hôpital, une université de haut niveau, la création d'entreprises de biotechnologie, afin de mettre les progrès à la disposition de la société et de son économie. En 2001, en qualité de membre de la section des affaires sociales du Conseil économique et social, j'ai rédigé un rapport, 5000 maladies rares, le choc de la génétique, que vous avez tous lu naturellement. 2 à 3 millions de Français étaient dans une situation génétique comparable à la nôtre. L'identification des gènes responsables aurait dû être mise à l'ordre du jour de toute urgence, mais aucun plan n'était perceptible, aucune envie, ni en santé, ni en recherche. Pas de politique et pas d'argent, pas de projet. Passent les années, passent les vies de nos gosses, les vies des myopathes. Il faut bien mourir de quelque chose, n'est-ce pas? Cet aspect de l'histoire, nous l'avons vécu en direct, et le retrouver en archive fait renaître la colère. Un projet que je n'avais pas induit lui fut évoqué devant moi au Conseil économique et social, faire un rapport sur les raisons du retard en génétique de notre pays. Ce rapport n'a jamais vu le jour, et je dis c'est dommage, ça aurait pu instruire ceux qui nous dirigent. Sans être insultant, sans être simplement un vrai constat, montrer, comme je l'ai fait pour le DPI, qu'on ne démarre pas des trucs comme ça 9 ans après, quoi, c'est n'importe quoi. En 1991, Généton ouvrait sa banque d'ADN dans l'azote liquide qui deviendra la plus importante d'Europe continentale pendant de nombreuses années. Notre stratégie avait 2 visages. Nous voulions entraîner des centaines de pathologies dans la recherche de leurs gènes et pour ça créer les conditions du possible. En clair, faire émerger un très gros problème de santé publique, multiforme par ses expressions, mais homogène par son origine génétique et relevant d'un savoir-faire qui était absent dans ce pays à l'époque. Un moment, cependant, de joie, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, en la personne de Claude Grisselli et de M. Keller, s'engageait la première pour l'établissement d'une banque d'ADN. Nous en avons financé et équipé une vingtaine de banques hospitalières, financé 160 collectes d'échantillons de sang de maladies du temps de mes mandats. Ça a été fait après, mais je n'ai pas les chiffres. La localisation et l'identification de 200 de gènes peut-être. Aujourd'hui, 85 000 individus sont répertoriés, prélevés et stockés. 350 000 ADN sont immortalisés et conservés à moins 196 degrés dans notre banque d'Evry. Partout dans le monde, on traque désormais les gènes. Sur les 23 000 gènes, 15 000 sont identifiés et leurs fonctions connues. 8 000 gènes responsables de maladies sont identifiés et il est probable qu'il en reste, ça ne représente que la moitié des gènes de maladies. Le travail est en cours et c'est en train de se faire régulièrement. Diagnostic, dépistage, recherche de nouvelles pistes thérapeutiques sont entrées dans les pratiques. Les maladies fréquentes commencent à bénéficier de cette dynamique et depuis 1991, nous portons une responsabilité dans cette évolution. Pas tout, hein, pas tout. On a une responsabilité, et notamment celle d'avoir été un starter. Le second aspect était la sécurisation du Téléthon. C'est nos finances. Ce colosse au pied d'argile, si nous ne commettions pas de faute éthique, si nous démontrions de façon irréfutable par les résultats une utilité collective incontestable, il serait difficile et stupide de porter atteinte à nos ressources. Un choix se présentait, s'intégrer parmi les acteurs de la santé, indéboulonnable, ou rester une exception médiatique coupable de richesse, comme c'était dit parfois. L'AFM n'a jamais été un distributeur de billets de banque, elle ne l'est toujours pas et elle ne le sera jamais.
Elle conduit un projet vital à travers la science, la médecine, le social, les médias, en direction de thérapeutique, et elle obtient des résultats parce qu'elle ne s'éparpille pas. Après avoir sécurisé le développement des compétences neuromusculaires avec l'Institut du muscle, négocié avec Bernard Kouchner la création des réseaux d'expertise clinique par type de maladies rares, lancé la collecte de l'ADN des maladies en France, financé le réseau de banques, publié et livré la cartographie non brevetée et gratuite du génome humain, financé l'identification des gènes, il restait à franchir la barrière des thérapeutiques issues de ces nouvelles connaissances. La thérapie génique, la chirurgie du gène, les cellules souches et tout ce qui allait émerger au fur et à mesure des progrès. Silence du côté de l'industrie pharmaceutique. Exception faite pour Mérieux, avec qui j'entretenais une relation chaleureuse et ancienne. Je n'oublierai jamais le coup de téléphone d'Alain Mérieux en 1977 et le chèque qui s'en est suivi. Nous étions inconnus, ni presse, ni télévision. Juste ma recherche de fonds pour financer un film qui dirait enfin le poids de la myopathie, l'oiseau de Madame Blomer, qui a été primé au Festival de Cannes et que j'ai du mal à voir maintenant, mais qui pour la première fois faisait parler des parents. En plus, la famille qu'on a interviewée, vous savez comment elle s'appelait? Duchesne. On ne le fait pas exprès, ça. Ça, en fait, c'est le Festival de Cannes Art et Essai, hein. C'est pas le grand festival. Hein. Enfin, c'était quand même pas mal. Nous étions inconnus. En 1991, Charles Mérieux, ce formidable personnage historique, demandera à visiter Généton. Vous imaginez, vous êtes en train de votre bureau, l'accueil vous appelle. Monsieur Charles Mérieux est en bas, voudrez-vous voir? Fichtre. Ce formidable personnage historique demandera à visiter Généton, il engagera sa filiale Transgène à nos côtés. Transgène fut créé en 1979, mais le nom Transgène à lui seul, c'était un vrai programme, bien en avance sur tout le monde. J'ai voulu passer très tôt des accords avec l'industrie pharmaceutique pour apprendre les contraintes du médicament. On n'avait pas la culture, on ne savait pas faire. Il fallait savoir de quoi on parlait. J'ai voulu passer très tôt les accords avec l'industrie pharmaceutique. C'était contraire à l'usage associatif, à l'image associative. Ah oui, ça. J'ai eu droit donc à une enquête de police avec des inspecteurs grognons à mégots. Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, mais moi, j'avais pris l'avis de la Cour des comptes préalablement, et lui, il avait négligé la préparation de son enquête, sans suite. Je bénéficiais de la compétence bienveillante d'un expert passionné, Jean-Pierre Lecoq, dirigeant visionnaire de Transgène du groupe Mérieux. Il parlait génome et séquençage à haut niveau dans les sphères de l'État bien avant nous. Un très grand expert. Tout s'arrêtera pour lui dans un avion sur le mont Saint-Odile au début de 92. Rodolphe Mérieux, fils d'Alain, devait succéder à son père et se préparer à diriger le groupe en 1996. Sa vie s'est arrêtée dans l'accident d'avion de New York. Je me suis pris d'amitié avec Christophe Mérieux, le frère médecin très engagé dans sa fondation. Nous réfléchissions à des modes d'intervention, mais en 2006, aux alentours du 14 juillet, Christophe n'est pas venu au rendez-vous. On venait de le retrouver flottant dans sa piscine. Voyez-vous, si les Mérieux gênaient quelqu'un, ça ne se passerait pas autrement. D'accord ? Ils étaient présents dans plus de 100 pays. Ils étaient en avance sur le génome humain. On ne peut pas en dire plus, mais c'est bizarre. Pierre Birambeau connaissait bien les USA. Il m'entraînait dans une... C'est un fanatique des USA, ce mec. Il est là, il est quelque part ici. Là. Il avait que ça dans la tête. Il m'entraînait dans une visite de labos et d'entreprises de biotechnologie avec l'aide de l'ambassade de France. 15 jours de découvertes instructifs, mais des constatations inquiétantes. Il existait un programme Génome US, au sein duquel un Français était admis, mais dont les rapports à Paris restaient sans grand effet. De retour en France, j'ai demandé au cabinet du ministre que l'on entende ce fonctionnaire, ce qui a été fait, mais qui n'a rien changé. La satisfaction a été le Massachusetts, 1500 start-up, dans un seul État américain, contre moins d'un tiers dans toute l'Europe continentale, dont seulement une petite centaine d'entreprises de biotechnologie. Là encore, on n'est pas en avance. L'industrie pharmaceutique ne s'intéressait pas à nous.
Centré sur les molécules et les populations rentables, notre espoir se trouvait ailleurs, du côté des start-up. Un petit groupe de gens pointus sur un sujet pointu et prometteur, mettre au point un process ou une thérapeutique, puis gérer les applications à d'autres sujets, se développer ou vendre. La Génopole d'Evry est née un dimanche matin, vers 7 heures du matin, d'une conversation téléphonique avec Daniel Cohen, à qui après j'ai payé un réveil et une horloge. L'idée vient de lui, il appelait ça une mégapole. Alors, quand on connaît Cohen, mégapole, ça dit quelque chose. Moi, j'avais envie de l'appeler Méga Daniel. Ça lui va bien, Méga. C'est un bon surnom. Il nous est arrivé avec Daniel de nous affronter. Mais nos accords importants furent verbaux. Paroles données, toujours respectées. Il ne faut pas dire du mal de Cohen devant moi. La loyauté, c'est agréable. Comment transférer vers la société les milliers d'informations du génome qui devenaient accessibles? Depuis quelque temps, le sujet était abordé avec le directeur des sciences de la vie du CNRS, Pierre Tambourin, avec qui les échanges étaient constructifs. Après qu'il ait traversé une période d'interrogation sur nous concernant, il avait pris en compte les faits, les réalités. Il ne jugeait ni ne décidait en fonction de peur ou de ragoût. On avançait. J'ai failli vous dire tout le bien que je pense de lui, mais comme il est dans la salle, je ne voudrais pas qu'il prenne le melon comme disent les Jones. Une décision du conseil d'administration de l'AFM, un dossier au président Chirac, un entretien avec Jean Ray, un homme de qualité que j'aurais bien aimé pouvoir saluer, le soutien de la ville d'Evry, du département de l'Essonne, de la région, quelques millions de francs du Téléthon. Pierre Tambourin, qui avait quitté le CNRS, devenait disponible. Nous souhaitions qu'il fût choisi pour parrainer ce projet, pour être patron du projet Génopole. C'était aussi l'avis du ministère qui décidera dans ce sens. Tout va bien. Aujourd'hui, gérée par un groupement d'intérêt public, Génopole Galop. Elle gère plus d'entreprises de biotechnologie que toute l'Europe continentale de 90. 616 contacts depuis 98 avec des porteurs de projets ou des entreprises. 261 dossiers expertisés sur les 616. 166 sociétés ont été labellisées par Génopole, dont 139 sont aujourd'hui toujours vivantes, en activité. 27 ont cessé d'exister. Aujourd'hui, 116 sociétés 116 projets de société sont suivis par Génopole, dont 82 labellisés et 34 prospects ou projets en cours d'expertise. Ça a créé 2400 emplois directs et 6000 emplois indirects. Alors, ce dernier chiffre qui étonne, notamment mon ami Wessenbach, ce dernier chiffre résulte de statistiques internationales. Donc, comme c'est américain, les scientifiques vont dire c'est bien. En moyenne, il n'y a pas ce que j'ai ce matin, j'ai envie d'agacer. Ce dernier chiffre résulte de statistiques internationales. En moyenne, un emploi direct dans un cluster génère 3 emplois indirects sur le territoire. Restauration, construction, aménagement de bâtiments, maintenance des locaux, gardiennage. Derrière l'innovation et les start-up se développe un dynamisme général de l'économie aux USA, qui est basé pour 50% sur les start-up, et conduit beaucoup de pays à investir massivement dans des domaines comme l'Inde, le Brésil ou la Chine. Génopole est un élément de notre stratégie. Les maladies rares, partie prenante d'un courant économique positif et moderne, ça c'est nouveau. C'est d'autant plus évident que des solutions originales à des problèmes rares, non décrits jusqu'ici, s'appliquent aussi à des maladies fréquentes, on verra des diapos tout à l'heure. Des hommes peuvent devenir riches en guérissant des maladies rares, et ça, c'est nouveau. C'est le cran qui manquait pour changer de monde, changer d'hypothèse, changer d'avenir. Les big pharma commencent à se sentir concernés. Ont-elles le choix? Ont-elles le choix? Parce que c'est bien de faire, par exemple aux diabétiques, je ne sais combien de piqûres d'insuline, d'autres produits, de se taper une dizaine de comprimés par jour. Mais si on arrive à greffer des cellules de Langerhans dans le pancréas, on est mariés, hein. Si on arrive à greffer des cellules, c'est 8 jours à l'hôpital,
Puis après, les médicaments Walou. Terminé. Appu. On le verra pour le bébé bulle dont je vais parler dans un instant. Ont-elles le choix? En effet, que deviendront l'insuline et la metformine si les biothérapies règlent le problème du diabète? Pour la France, un fonds destiné à la création de Génopole dans 8 villes de France, financé par l'État, mais les conditions d'application et les résultats furent différents de ceux d'Evry. Un deuxième tour s'appuyant sur les créateurs d'entreprises serait, de mon point de vue, utile maintenant. La carte publiée, nous reprenions le chemin du médicament. À partir des collectes d'ADN, le gène identifié multipliait les voies d'accès à des nouvelles thérapeutiques. Puis, plus il y a de cerveaux engagés dans notre champ, plus nos chances augmentent. C'est probablement la chose la plus importante. Ces équipes se posent immanquablement la question. Après le diagnostic fait avec les gènes, à partir des gènes, que peut-on faire avec ces gènes? Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Et évidemment, chaque équipe apporte alors ses hypothèses, engage un avenir différent. Fatiguées qu'elles sont de perdre leurs patients entre 2 et 14 ans, les adultes au bout de 20 ans d'échec, chaque découverte de gènes appelle de nouveaux essais. Chaque échec éclaire des mécanismes, livre un morceau du puzzle de la biologie et de l'homme. Cette tactique n'est pas nouvelle, et ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Louis XIV avait 19 ans. Quand en 1657, William Harvey, un Anglais qui a découvert la circulation sanguine et qui écrivait à cette époque que tout être vivant provient d'un germe, écrivait aussi « Jamais la nature ne se dévoile autant que lorsqu'elle s'écarte des sentiers battus. De même, n'y a-t-il pas de meilleur moyen de faire progresser la médecine que d'étudier les maladies les plus rares afin de percer les lois de la nature? Car la signification des choses ne nous apparaît jamais aussi bien que dans leur manque ou dans leur dérangement. » Alors je vous rassure, je n'étais pas à l'école avec William Harvey. Mais en 1657, ça c'est un peu étonnant quand même. Et comme aurait certainement dit le président Edgar Faure s'il avait été encore là, comme vous allez être nombreux, l'État ne va pas manquer d'intervenir. Guérir pour atteindre ses objectifs, notre tactique comporte 3 voies d'accès, la pharmacologie et ses molécules, les biothérapies et les cerveaux. La pharmacologie, quand on dispose des gènes identifiés et des protéines qui en dépendent, on a plus aisément accès aux mécanismes cellulaires, ce qui offre à la pharmacologie un nouveau terrain nettement moins hasardeux que précédemment. Pour la pharmacologie, en 1990, le constat était déprimant. J'ai dit ce qu'il fallait penser des vasodilatateurs, qui ne dilataient rien du tout. Le docteur Thompson, un Écossais de Glasgow, fort sympathique, il nous a fait découvrir le Haggis et le vieux whisky. Ça fait partie du métier, lançait un essai sur l'allopurinol. Quelques effets pendant quelques semaines, puis retour à la case départ. On a fait ça correctement et ça n'a rien donné. Une autre molécule, la ségontine, fit l'objet d'une annonce. Les familles dont j'étais utilisèrent cette molécule sans protocole. Mais la tentative fut arrêtée en catastrophe une nuit par téléphone. Un enfant venait de mourir, torsade de pointe à l'électrocardiogramme. Une leçon dramatique qui marquera nos mémoires et bornera nos pratiques. Les mécanismes de la maladie restaient toujours inconnus. Les biothérapies, la thérapie génique, ce phénomène international, comme la cartographie, dérange en dépit du nombre d'essais en cours et des premières réussites. L'ADN n'est ni un remède, je le répète encore une fois, ni un remède universel, ni un miracle. C'est une idée simple, compliquée à réaliser. Il faut multiplier les équipes, les approches, multiplier les précautions, se méfier, apprendre. Ou avoir le courage de dire aux millions de gens qui sont concernés qu'on n'a rien à proposer et qu'on ne tentera rien dans ce péri qui a accumulé retard et erreur quand on parle de génétique. Chaque année, les demandes d'AMM augmentent et chaque année, de nouveaux traitements de thérapie génique sont à l'essai. On commence par les dossiers les plus accessibles, on publie des résultats, on forme des élèves, des techniques, la sécurité et l'éthique s'affinent. Ça porte un nom, le progrès. C'est long, c'est difficile et ça peut être dangereux. Ce n'est pas une raison pour stagner, pour laisser le champ libre à la souffrance. Une chose est certaine, la seule chose qui soit certaine, nos maladies tuent toujours, tout le temps, chaque fois. Pas de problème, pas d'hésitation. La thérapie génique que nous financions a effectué une percée en 2000, mais elle a tué un enfant, le petit Vilco que nous connaissions. Consternés par cette catastrophe, les équipes ont cherché à comprendre et à traiter l'origine du problème. Ils ont réussi. Aujourd'hui, 200 gosses sont sortis des bulles. Oui.
200 bébés sont sortis de leur bulle, ils vivent normalement, ils ont grandi. Quand ils ont un rhume, ils prennent les mêmes médicaments que vous et moi. Il n'y a plus de rapport avec les traitements d'avant. Il n'y a plus de drame, quelques soucis cependant encore, mais plus de drame qui soient hors contrôle. On progresse, le prix humain en a été élevé, dans les essais de molécules aussi, et même plus certainement. Troisième point et dernier, les cerveaux, les scientifiques et leur intelligence permettent à de plus en plus d'équipes de réfléchir à l'après-gène et certainement le meilleur moyen de passer outre les dogmes. La diversité, la multiplication des approches était notre stratégie pour accéder à un avenir thérapeutique différent. Le tout génétique est un concept promu par ceux que l'actualité dérange. Je n'ai jamais rencontré un scientifique exprimant cette orientation. Ça, quand vous entendez ça, c'est du pipeau. 96, fin de la cartographie, place au généton des thérapeutiques. La suite du programme envisagé sortait de notre objectif, en particulier l'arrivée des séquenceurs 10 à 20 fois plus rapides allait rendre rapidement obsolètes nos équipements. Cela aurait nécessité des investissements qui allaient nous stopper notre progression pour les années qui viennent, qui allaient venir si nous nous engagions dans cette voie. Le grand séquençage du génome était à l'ordre du jour et Jean Fessenbach était intéressé. Le ministère n'avait pas de locaux pour un tel projet, pas des crédits non plus, avant 2 ans, parce qu'ils n'avaient pas prévu que la cartographie s'arrêtait, ça faisait 10 fois qu'on publiait. Et par le sentiment d'être au sein il n'avait pas le sentiment d'être au sein d'une compétition internationale majeure. C'est la création du Centre national de séquençage et du Centre national de génotypage dans des locaux dont l'argent du Téléthon paiera les loyers pendant quelques années. En attendant, l'État finira par intervenir et équipera correctement ces 2 laboratoires. Nous avions une responsabilité vis-à-vis des personnes qui avaient permis l'aventure, qui avaient exécuté la partition écrite par les chefs de projet. Elles seront toutes transférées dans d'autres organismes et d'autres programmes. Seuls 2 salariés ne retrouveront pas leur poste. Il y a plus de 100 personnes quand même. Il y a un sacré boulot. Le CNS, devenu Génoscope, effectuera le séquençage d'un chromosome, le 14. Les budgets nécessaires pour faire plus étaient très lourds et auraient pu relever d'un programme européen. La France disposait des compétences et des hommes, mais pas des décideurs. Et Jim Watson, le prix Nobel de génétique qui sombrera dans le racisme quelques années plus tard, Jim Watson qualifiera le programme de la levure, fer de lance du grec, de cottage industry. Sans commentaire, vous devinez ce que je pense. L'AFM ne pouvait s'engager plus avant dans le grand séquençage du génome. L'impulsion était donnée avec nos moyens dans notre périmètre de compétences, le reste, regardez l'État. Une science qui ne parle pas n'existe pas. Les sites visités aux USA ont une tradition identifiante de communication scientifique. Claude Olivier, le père de Barbara, qui est là aussi aujourd'hui, était du patrimoine, un professionnel compétent, un ami dont le cœur portait une cicatrice semblable à la nôtre. Grâce au Conseil général, il construisait un porte-voix pour l'AFM et pour la génomique. Ce génocentre, un amphi de 700 places avec restaurant d'entreprise. Il y a eu pour l'instant peu de demandes émanant de notre cœur de cible, comme si ancrer la réputation d'un site à partir de son orientation était hors de portée ou du ressort de quelqu'un d'autre. La réputation scientifique de l'organisation fait partie de la politique de sécurisation. Et donc, il aurait été souhaitable qu'on arrive à obtenir que des conférences scientifiques significatives de notre activité se fassent et rayonnent autour de Génopole, des laboratoires, de l'université, et qu'il y ait quelque chose qui se fasse dans ce domaine. C'est un secteur où on n'a pas tout réussi, c'est comme ça. Mais c'est pas, le génocentre existe, c'est toujours possible. Hein. Il semble que... Où suis-je? À Généton, on distribuait des vecteurs de thérapie génique, impliquant de plus en plus d'équipes conformément à la stratégie, tandis que des projets internes s'élaboraient. De ce côté, la situation paraît irréversible. Les essais de thérapie génique se multiplient ainsi que le démontrent les chiffres qui sont à l'écran. Alors, ça, ce sont les essais. Vous pourrez remarquer, il y a eu 2300 essais en tout. Ils sont partis aux alentours des années 90. Hein. La dernière année qui est complète, c'est 2015. Il y a 160 essais et des poussières. Donc, ce n'est pas un phénomène qui se casse la figure, c'est quelque chose qui est en train de progresser. Diapo suivante. C'est là... je ne vois pas bien, moi, ici. C'est... Alors ça, c'est les thérapies géniques qui ont obtenu des AMM. À mon avis, il en manque. Hein.
Mais il faudra qu'on regarde, mais il me semble qu'il en manque une ou deux. Donc on est rentré dans quelque chose. Et nous, avec nos bébés bulles, on a été dans la première giclée, hein, c'est clair. Suivant. Ça, ce sont les thérapies géniques dans maladies rares. Oui, thérapies géniques de maladies rares. Les produits de maladies, qui traitent des maladies rares et qui servent aux maladies fréquentes. C'est pour montrer que ces maladies rares, elles ouvrent des portes qui servent à beaucoup d'autres choses. Moi, Axel Kahn me racontait ça il y a 15 ans. Il me disait, mais tu n'es pas au courant, tu ne te rends pas compte que ça sert à ça. C'est pas mon métier, donc je ne peux pas vous en dire trop là-dessus. Vas-y. Ah, c'est celui-là, je me suis trompé de diapo. Ah oui, je me suis trompé de diapo. Je vois rien, c'est terrible ça. Ouais. C'est ce que je viens de vous dire. Reviens en arrière. Ça, c'est les attentes d'AMM, d'accord. Et on n'avait pas eu d'autres? Attends, là. C'est tout. Bon, je le mettrai sur mon blog. Vous n'êtes pas déçus quand même, hein, qu'on fait des trucs comme ça. Et dire qu'on a enquiquiné Serge Braun pendant 2 ans pour qu'il nous sorte les diapos. Enfin. Sapotage. Alors, les essais terminés. Comme prévu, la pharmacologie est devenue plus pertinente et elle a enregistré une progression des projets et des demandes d'AMM puisqu'elle part maintenant sur des bases beaucoup plus scientifiques que l'observation de symptômes X, Y ou Z. Quant aux thérapies cellulaires, si les choses sont intellectuellement fascinantes et l'avenir prometteur, les essais semblent pour l'instant moins nombreux. Toutefois, il semble que 2 tentatives soient en préparation à Génopole. Alors que cela plaise ou non aux dogmatiques du secteur public, la générosité de la population et le bénévolat ont joué un rôle qu'ils étaient dans l'incapacité d'assumer avec leurs idées et leurs moyens. Pointe à la ligne. L'existence de ces personnes est probablement nécessaire à un certain type de recherche fondamentale. Mais dans ce cas, il a manqué des stratèges au niveau de l'État capables d'anticiper les réponses à mettre en place pour la santé des citoyens, pour l'économie liée au génome. Le départ de la génomique a été manqué par la France et l'avance qu'offrait la cartographie, 6 années d'avance, ont été perdus, ce qui a confirmé notre traditionnelle inféodation scientifique et technologique à la machine américaine. Il était possible de faire autrement. En ce qui nous concerne, nous avons fait ce que nous pouvions pour nos semblables. Mais pour nous, les parents, ce fut un échec. Nos enfants ne sont plus là et la bête est toujours vivante. Cette tristesse est cependant adoucie en constatant que l'avenir de notre descendance est moins menaçant, mieux maîtrisable, que les maladies rares émergent avec un cortège de tentatives, d'hypothèses. La science et la médecine ont intégré la génétique dans des pratiques courantes. Les mentalités et les compétences des dirigeants ont évolué. Je voudrais pour finir illustrer un aspect de notre politique, qui était celle de mon temps, qui est celle d'aujourd'hui. En 30 années de Téléthon, les fonds affectés à la recherche atteignent 1,2 milliard d'euros. Ils ont servi à financer 6 000 programmes et pas seulement de la génétique, pas seulement de la génétique. Et 3 000 bourses ont été attribuées afin d'alimenter, de favoriser la naissance de cerveaux qui s'intéressent à notre secteur. Des centaines de maladies rares ou non bénéficient de cette épopée, ce qui ne se serait pas produit si nous avions accepté, comme on nous l'a demandé à plusieurs reprises et parfois sous la contrainte, d'éparpiller les fonds. Enfin, il faut savoir que, c'est ma conviction, le progrès ne survient que par un déséquilibre qui pose de nouvelles bases dans un monde apparemment stabilisé sur ces tensions. Un monde calme, et puis d'un seul coup, une émergence, plein de gens qui s'affolent. C'est les nouvelles hypothèses, si ce sont les bonnes hypothèses, il y a d'autres émergences et le progrès s'installe. C'est comme ça. Voyez-vous, nous voulions pouvoir accoler le mot guérir et le mot myopathie, perçus jusqu'ici comme une utopie indécente. C'est désormais possible. Je vous remercie. Je vous remercie, mais au fait, je vous invite les 2 et 3 décembre à vous mettre sur France 2, parce que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux quand même.
Merci à vous.